les gens disent que bien manger c'est cher. Oui, mais si tu le payes pas maintenant, tu vas le payer après en frais médicaux. Donc tout est une question de choix, de priorité. Pour vivre mieux, priorisons. Donc voilà. Style de vie, ça c'est. Voilà. Donc vivre mieux, c'est tout un style de vie, quoi. Oui, c'est tout un lifestyle. Hello, c'est Manu Arthur, bienvenue sur Business Expertise. Vous savez déjà qu'ici qu'on parle de business, d'entrepreneuriat, de création de richesse. You know, aujourd'hui on est avec une... Bon, je vous laisse la découvrir. Présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas encore, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent bien d'abord, déjà. Non, est-ce qu'on me connaît même? Non, tu as été connue. Bonjour, je m'appelle Jasmine Affal, Madame Dour, et je suis de vivremieux.sn. Madame Dour, ngay am fofu. Voilà. Ok, et oui, Jasmine, dis-nous un peu ce que tu fais, quoi. Dis-nous ce que tu fais. Jasmine Affal, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, alors vivremieux.sn a été créé parce que justement, tu as sûrement déjà entendu parler de tout ce qui est diabète, les maladies cardiovasculaires, certains cancers, et toutes ces maladies ont principalement un point en commun, qui sont le manque d'éducation à la santé. Donc Vivre Mieux a été créé juste pour éduquer les populations à améliorer leur santé, à avoir un meilleur mode de vie grâce à l'information que nous leur apportons. D'accord. Toi, c'est... mais toi, d'où est-ce que tu détiens cette légitimité-là de you know, oui, de diabétologie, oui. You know, ces trucs techniques-là. Alors, de base, j'ai étudié en Belgique. J'ai commencé par mes études d'infirmière à Bruxelles. De là, j'ai travaillé dans une structure qu'on appelle une maison médicale. C'est une maison médicale dans un quartier à Saint-Gilles où on était au plus proche pour les soins de santé primaires des populations. On était vraiment dans un quartier. Et de là, on s'est rendu compte des besoins. On parle souvent de diabète, on entend les maladies cardiovasculaires, mais les gens finalement ne savent pas comment traiter ces maladies. Et de là, j'ai fait ma formation, j'ai fait une spécialisation en nutrition et une en diabétologie pour aider les populations à l'époque à Bruxelles. Mais l'idée, c'est que le bas blesse encore plus fort ici chez nous. Et de là, en 2017, bien avant de revenir, j'ai créé le cabinet d'éducation à la santé parce que l'idée était que je revienne ici au Sénégal. D'accord. Mais avant que tu ne partes en Belgique, est-ce que l'idée, c'était... ton objectif, c'était d'évoluer dans le monde médical, tout ça? Alors, je suis partie en Belgique avant de faire mon bac. Donc, comme tous ceux qui vont faire le bac, la majorité ne savent pas ce qu'ils vont faire après. C'est en voyant ma maman malade que je me suis dit qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. C'est ce qui a créé le déclic? C'est ce qui a créé le déclic. C'était à l'hôpital avec ma mère malade à l'époque que je me suis dit, il y a quelque chose à faire. De là, j'ai rencontré une dame et à Bruxelles, le besoin était dans le manque de personnel infirmier. Quand tu viens d'arriver dans un pays, tu te dis le plus facile pour trouver du travail finalement, c'est quoi? Et moi, je me suis lancée. Déjà que j'aimais bien, je me suis dit, bon, on commence par les soins infirmiers. Je n'ai pas regretté. J'ai fini mon diplôme, j'ai été appelée pour travailler. Donc, c'était pas compliqué. À l'époque, oui. Et ça, j'ai été diplômée en 2010. Donc, c'était un petit temps. Pour toi, est-ce qu'il y avait un métier de rêve quand tu étais enfant? Jeune. Alors, il y a un métier de rêve, non. Mon père avait un métier de rêve pour moi. Moi, j'en avais pas et ma mère non plus. Ma mère non plus. Non, mon père avait ses idées. D'ailleurs, il voulait m'inscrire en sciences économiques. Il avait aussi dit médecin militaire. Bon, lui avait ses idées. Moi, bon, comme tout jeune, quoi, je profitais seulement. De toute façon, après, si c'est médecin militaire, bon, finalement, c'est pas trop loin de ce que tu fais. C'est pas trop loin, non. Mais quand je lui ai dit que je voulais faire infirmière, il voulait pas. Donc, ça a été bataille. Comment est-ce que tu as géré ça? Je suis partie m'inscrire. J'étais têtue. Et lui, il a lâché prise par la suite? Quand il a vu que l'école était à côté de la maison, qu'il avait une bonne vision sur sa grande fille, il s'est dit, bon, on va la laisser faire. Si elle se casse la tête, elle se casse la tête. Mais au final, il a accepté. Au final, il a apprécié parce qu'il était très content que à 23 ans, j'étais autonome. J'avais mon travail, j'ai pu acheter ma voiture et j'ai pu chercher mon appartement. Donc, c'était vraiment... Et 23 ans, c'était... Beaucoup, moi je vois des jeunes de 23 ans, ils sont nulle part. Donc il était très content de ça aussi avec le temps. Ça c'est. Est-ce que tu avais une passion particulière étant beaucoup plus jeune? Oui, j'étais une basketteuse, je jouais au basket. Moi, tu vois la taille? Quand je suis venue, elle me dit non, moi je pensais que tu étais plus grand. C'est pas moi qui suis petit, c'est elle qui est grande. C'est pas moi.
Non, bon, tous ceux qui me rencontrent, en vrai, disent « Ah, je te pensais plus petite ». Non, je fais 1m83. La pivot, que ce soit à Kléber, à la Mingay, c'était moi, quoi. Et c'était juste pour rire. Mon père n'était pas... Enfin, c'est surtout maman qui voulait pas qu'on fasse trop de sport parce que je faisais du kung-fu. J'étais un garçon manqué. J'étais une fille entre deux garçons. Donc, mes trucs à moi... Mohamed, est-ce que je suis assez loin, là? Ah ouais, le coup de quoi? Donc, mes trucs à moi, c'était des trucs de garçon manqué. Ah bon? Kung fu et basket. Donc, voilà. Yeah! Et par la suite, tu as... C'est-à-dire, c'est quoi tes rapports avec le sport actuellement? Ah, mes rapports avec le sport, ils sont très bons. Moi, je lâche jamais le sport. Enfin, il y a eu une période en tant que femme avec les maternités. Surtout, moi, j'ai eu mes deux grandes, on était à Bruxelles. Je suis rentrée à Dakar, j'ai eu ma troisième. Et la pression, c'était tu es maman, tu es femme, tu dois gérer. Tu oublies un peu le sport, tu lâches un peu parce que finalement, il faut s'organiser. Tu t'oublies aussi. À un moment, il y a un déclic que, allez, lève-toi, réveille-toi, il faut se bouger. Là, tu trouves le temps de. Et donc, moi, depuis maintenant 2019 ou 2018 où j'ai fait 10 km au marathon, où là, c'était objectif, bouge-toi un petit peu. Et donc là, depuis, je ne lâche pas. C'est même les gens me connaissent pour sport. Non. Mais après, derrière, c'est pour toi, qu'est-ce qui empêche beaucoup de moments de faire du sport? Pour toi, c'est quoi le plus difficile, surtout quand on est maman? Pour toi, c'est quoi le plus difficile? C'est la charge mentale. C'est qu'une maman doit penser pour elle, mais aussi pour tout ce qu'il y a autour d'elle, de ses enfants, de son mari, de son foyer. C'est pas simple. C'est pas simple. Ça demande beaucoup d'organisation. Donc, le maître mot, si on doit vraiment s'en sortir, moi, ce qui m'a aidé à m'en sortir, à me dépatouiller de tout ça, c'était vraiment la nécessité d'avoir du temps pour moi. Et moi, mon temps pour moi, c'était aller marcher, aller faire du sport, aller à la salle, aller juste me bouger pour moi. Ça, c'était vraiment la nécessité que je mettais au-dessus de toutes les autres charges. Et à un moment, il faut qu'on soit égoïste, il faut dire le terme, mais c'est pas égoïste parce que si on va bien, nous, le foyer va bien. Si moi, je me sens pas bien, toute la maison, la maison est grise en fait. On sent que ça ne va pas. Donc, c'est une nécessité de se dire que j'ai besoin du temps pour moi et pour que tout le monde aille mieux. Je comprends. Hein. Comme on dit, hein, voilà quoi. C'est-à-dire, on peut pas donner de l'amour si nous on s'aime pas. Voilà. Voilà, j'ai tout compris. Ça c'est clair quoi. Est-ce que pour toi, est-ce que déjà ce que tu fais actuellement, est-ce que tu prends ça comme pour toi c'est une passion? Oui. Et si oui, est-ce que la passion finalement pour toi c'est quelque chose voilà quoi, qui vient naturellement ou bien tu travailles pour l'acquérir? Non. Comment est-ce que ça vient? Alors quand j'ai créé en 2017 le cabinet d'éducation à la santé Vivre Mieux, là c'était que sur papier. Je savais qu'il y avait un travail à faire. Parce qu'au Sénégal, j'allais, je venais. Quand je tombais malade, tu vas chez le médecin, il t'écrit. Si tu as le malheur de lui demander « mais ce médicament, c'est quoi, c'est pourquoi et ça soigne quoi ?» Tu vas te faire hurler dessus parce que les gens, les médecins, la réalité, c'est qu'ils n'ont pas le temps d'éduquer les populations à faire mieux. Et donc là, je me suis dit, il y a vraiment un travail à faire. Surtout que moi, pour ma première grossesse, j'avais 26 ans à l'époque, j'ai fait un diabète de grossesse, alors que j'étais infirmière. Je travaillais depuis 3 ans, je bougeais tout le temps, j'avais déjà mes activités. Et comment on arrive à faire un diabète de grossesse? Parce qu'on est Sénégalais, on mange comme des Sénégalais, même quand on est à l'extérieur, et on ne se rend pas compte qu'on mange mal, on vit mal. Et en étant un personnel averti, parce que j'étais professionnel médical, il y avait quand même une information qui manquait, un truc à rattraper. Ce qui m'a donné encore plus envie de le faire, c'est que ma gynécologue à l'époque me dit « Ah, toi tu as fait un diabète de grossesse pour le premier bébé, tous les autres tu auras un diabète de grossesse. » Et elle sait que je suis très maman, donc j'allais avoir d'autres grossesses si Dieu me le permettait. Et donc je me suis dit, bon ça, c'était pas bon. Et donc quand j'ai accouché de ma première, je suis partie m'inscrire en nutrition diabétologie parce que je me suis dit, c'est triste qu'on me dise ça, c'est fataliste alors que j'ai 26 ans, j'ai pas 40 ans. Donc je me suis dit qu'il y avait un travail à faire et donc de là, j'ai fait ma formation, j'ai acquis de l'expérience et ma deuxième grossesse, test, ma gynécologue attendait, pas de diabète. Pourquoi? Parce que quand tu sais, tu es averti, tu as la bonne information, tu peux modifier les choses pour toi. Et donc ma passion dans le vivre mieux aujourd'hui est partie de c'est faisable de changer les choses. Encore faudrait-il qu'on apporte, qu'on insuffle cette information aux populations et ça c'est le rôle de vivre mieux. C'est apporter une information de qualité pour aider les populations à faire mieux par eux-mêmes.
Ok. Et sachant que, bon, moi, je me dis que quand tu étais en Belgique, ça allait bien, ça va tranquille. Pourquoi est-ce que tu as choisi de rentrer au moment où tout le monde prend le chemin de Barça, Nicaragua? Oui. Pourquoi j'ai choisi de rentrer? Parce que je suis quand même très famille. Dans tous les actes que je pose, je mets ma famille en priorité. Même pour travailler, c'est d'abord mon mari, mes enfants. Et je ne me voyais pas éduquer mes filles en Belgique. À l'époque, j'avais 2 filles. La grande devait rentrer au primaire. Et les structures, ça a du bon, mais culturellement, ça ne nous ressemble pas. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas à l'époque aussi. Et donc, je me suis dit, le mieux, comme mon mari était déjà ici. Mon mari était à New York quand on se mariait. Ensuite, il est rentré au Sénégal. Et in fine, on savait qu'on allait rentrer. Mais il fallait prendre le temps d'organiser pour pouvoir gérer. Mais je ne voyais pas éduquer mes filles longtemps à Bruxelles. Sénégal, Sénégal, Gambie, donc je ne sais pas, c'est 2-0. J'imagine, hein? Bon, on est en train de tourner au moment où le Sénégal et la Gambie sont en train de jouer. Bon, Gambia, on est frères, donc c'est la même chose. La victoire du Sénégal, c'est aussi la même chose. Vous pouvez aussi fêter, vous avez le droit de fêter. Non, donc pour revenir, l'idée c'est que je ne voyais pas éduquer les filles à Bruxelles et je voulais leur donner un cadre familial comme moi je l'ai reçu avec papa et maman et donc Nibisi quoi. Donc voilà. Ni. Les opportunités, les euros. Mais dans la vie il y a des priorités et ma priorité à moi, l'argent c'est bon. Je gagnerai jamais ce que je gagnais là-bas ici par mois. Enfin, c'est pas encore venu depuis 7 ans que je suis rentrée. Mais non, il y a des priorités dans la vie et moi ma priorité c'est mes enfants, mon mari, ma famille. Donc voilà. Je comprends. Et après, qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que l'argent fait le bonheur? Parce que quand tu étais là-bas, tu as touché à des sommes qui sont beaucoup plus importantes que les sommes ici. Oui. Et ici, bon, tu dis que tu perçois moins. Oui. Et qu'est-ce que tu penses de ça? L'argent, je dirais pas que ça fait le bonheur, mais ça y participe. On est au Sénégal. Le nerf de la guerre, c'est les sous. Donc oui, l'argent est primordial. C'est important. Oui, c'est important. Maintenant, il faut se donner les moyens d'avoir l'argent, mais oui, moi je dirais la priorité, il faut savoir se poser et dire si aujourd'hui on me disait repars en Belgique, je te donne 10 000 fois même plus que ce que je te payais, non, parce qu'il y a un cadre qui dépend de moi et que voilà, c'est pas, on est des croyants quoi, c'est les enfants, la famille, le cadre que Dieu nous a donné avant les pesetas quoi, avant l'argent. Je comprends. Et quand tu as voulu revenir, tu avais un projet en tête, tu avais des idées en tête, comment est-ce que... J'avais pas de projet ni d'idée, mon père Mon père était fâché. Non, nous quoi. Non, il était diplomate, il avait son cœur. Non, oui. Mais non. La carrière, etc., c'est important. Il s'est dit que c'est du gaspillage, c'est pas les études. On a payé cher pour les études. C'était pas cher, ça. Est-ce que j'ai pas payé même une partie de mes études toute seule? Moi, j'étais toujours... On a investi sur toi. C'est ça. Mais bon, c'est une question de choix, en fait. D'Araji Modern Way. Non, Nibisi. Genre, Diom moyen dem wante, fulla moyen Nibisi. Et donc, la réalité, c'est qu'on a beaucoup de choses à faire ici. Là où j'éduquais les populations dans un quartier à Saint-Gilles à manger mieux, à vivre mieux, je préfère venir le faire ici à Dakar. Et tu mets la passion, certes, tu mets l'envie, mais le patriotisme aussi, quoi. Ici, c'est notre pays. Là-bas, on est là-bas, c'est bien, c'est génial, on peut acquérir la nationalité ou pas, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Voilà. Est-ce que Nina est bon en parlant? Tiens, mais dans le fil, que ça fait là. Donc voilà. Mais le tiep de Bruxelles et le tiep de Dakar, il y a différence. Moi, je cuisinais mon tiep. Moi, le froid de Bruxelles, mon plat favori, tu n'imagineras jamais ce que c'est. C'est d'ailleurs, si je gagne, non. Ngourban. Oui, non, tu vois? Non, Ngourban, voilà.
Gourban, il y a beaucoup de solo dedans. Il y a beaucoup dedans. Il y a beaucoup de solo dedans. Toute la semaine. Moi, quand j'ai eu ma fille, je prenais congé vendredi, samedi, mais dimanche. Tu pouvais avoir les ingrédients qu'il te fallait pour faire un bon gourban. Il y a Matongé, c'est un quartier africain congolais où il y a des boutiques sénégalais. Même les Pakistanais, ils vendaient tout ce qui est tamarin, tout. Non, on trouve tout. Non, côté épices, côté... tu trouves tout. Voilà, les Pakistanais, Indiens, tout ça, ils sont bons. Il n'y a rien qui nous manque, en fait. Donc, finalement, quand tu es en Europe, tu peux vivre comme un Sénégalais. Encore faudrait-il savoir cuisiner. Et vous, les hommes, là, je ne pense pas que vous cuisinez. Il paraît qu'en Europe, les hommes cuisinent mieux que les femmes. Oui, les hommes cuisinent maintenant. C'est pas mon mari, mais les hommes cuisinent. Bon, après, quand tu es expat, tu es obligé de te débrouiller. Oui. Sinon, voilà quoi, tu galères avec les pattes. Non, il n'y a pas de domicile, il n'y a pas de bonnes qui vont t'aider, il n'y a pas d'aide à domicile. À moins que tu aies beaucoup de sous pour les payer, quoi, mais non. Ah non, parce qu'il faut se débrouiller. Une bonne peut toucher un SMIC. C'est ça, en plus, SMIC, ça me tu touches un SMIC, tu fais SMIC. C'est ça. C'est compliqué. Non, Regarde, après, quand tu es venu sans projet ni rien du tout, non, etc. Sans projet. J'avais créé Vivre Mieux. On était parti chez un notaire où j'ai fait, pas notaire, c'est les gens qui créent les entreprises, c'est un notaire. C'est eux, hein? Oui, et donc on avait créé le cabinet d'éducation. Je savais que j'avais ça comme idée et il fallait juste mettre l'entreprise. Mais ce que ça allait être, pour moi, j'étais nulle part, quoi. J'étais juste moi j'étais salariée en Belgique, j'ai dit que c'est ça le projet, on a ouvert l'entreprise. Mais j'en avais rien fait. Parce que entrepreneuriat, tout ça, à l'époque, je ne savais pas. J'étais juste jeune. Tu n'avais jamais rien vendu de ta vie? Non. Non. D'ailleurs, le lit, me dit, c'est grâce à toi que je vends. Mais la réalité, c'est que non, ça s'acquiert. C'était... Et là, pour toi, c'est quoi l'importance de la vente dans le business? Ici au Sénégal, c'est primordial. C'est l'ingénieur Molay. Non, au Sénégal, c'est primordial en fait. Il faut vraiment savoir vendre son concept, savoir vendre son projet, sinon les gens n'y croient pas. C'est clair. Et il faut vraiment pouvoir poser, vivre mieux au départ. Moi, j'ai parlé à des gens, mais d'où elle sort? De quoi elle nous parle? Maintenant, ce que c'est devenu, c'est les gens se disent, ah finalement oui, mais c'est parce que c'est la manière dont tu libelles, la manière dont tu donnes l'information qui change. Et les gens trouvent un intérêt, par exemple, sur LinkedIn. Moi, j'étais jamais intéressée par LinkedIn. Le jour où j'ai commencé sur LinkedIn, c'est là que tu as des contrats d'entreprise qui sont beaucoup plus intéressants. Tu te dis finalement, il faut communiquer autrement. Donc, c'est la manière dont tu vends ton produit. Les gens l'achètent, mais c'est primordial. Au départ, avant de connaître Manu Arthur, là, je lui ai dit, mon problème principal, c'est que je ne sais pas vendre. Donc, Manu aide à vendre. Suivez Business Expertise ou le Digital Expertise. Voilà. Merci pour la recommandation. De rien. Promo, etc. Donc voilà. Et regarde, tu viens, tu vas chercher tes papiers et tu commences à... C'est-à-dire, après, tu commences comme ça. Après, dans ta tête, pour toi, ça allait prendre combien de temps avant de devoir te décrocher tes premiers clients et effectivement, comment est-ce que ça se passe? Le souci avec moi, c'est que j'ai même pas pensé à tous ces aspects-là. Moi, quand je me suis lancée sur Instagram, par exemple, ma belle-sœur m'a dit au Kurgel, le fait que je fais des repas locaux et tout ça, elle dit, ah, c'est dommage que ce soit que nous qui en profitons. Ce serait bien que tu en parles, lance-toi sur les réseaux. Donc, j'ai commencé comme ça. J'étais très timide, je me suis dit, bon, on va donner de l'information et tout, on va se lancer. Donc, dans l'entrepreneuriat, là, je suis arrivée comme une clétra, j'ai juste testé. Alors que l'entreprise était déjà créée? Oui. Maintenant, de quoi. Et la majorité de tous les actes que je posais, c'est juste une idée qui vient comme ça, qui se met. C'est après quand je formalise. Par exemple, l'année passée, pendant ma grossesse, j'ai fait beaucoup de formations, notamment avec le WIC, le Women Investment Club. J'ai fait avec Orange Corner et c'est là qu'ils t'apprennent vraiment à formaliser. Et en apprenant, je me suis dit, mais tout ce que j'ai déjà fait, c'était dans le cadre, je le faisais sans savoir. Mais je me suis jamais posé les questions, en combien de temps je dois avoir le premier contrat, en combien de temps si, non. Nada, Freckner, on verra bien la suite. Et heureusement, elle n'est pas si mauvaise la suite parce que tu m'invites, quoi. Donc voilà. Non, maintenant elle est chère. Ça, c'est pas bien de dire ça. Je suis accessible. Non. Demandez seulement. Non, cherté et qualité ici, on sait que quand on dit que c'est cher, il y a la qualité qui est là. Donc voilà.
C'est super bien ça. Et, regarde, ici, quand tu es rentré, oui. Quelles ont été les premières surprises que tu as eues? Oui. Ah, mais c'est comment ça? Les premiers chocs. C'est quand on se rend compte qu'on ne peut pas travailler pour les gens ici au Sénégal. J'ai commencé dans une première structure qui faisait un peu du vivre mieux, mais différemment. Et donc, j'ai déposé Vivre Mieux. J'ai rencontré cette dame qui tenait cette structure justement parce que quand je suis rentrée, je me suis dit, je vais m'adapter du système sénégalais. Et j'ai travaillé avec professeur Maïmouna Ndour à Marc Sankalé. C'est l'hôpital de référence en diabétologie ici au Sénégal. Et donc, elle m'a mis en rapport avec une autre dame qui créait une structure un peu comme le Vivre Mieux. Je me suis dit, allez. Mais la difficulté au Sénégal, c'est que les gens te font travailler. Ils veulent profiter de ton savoir, ton expertise et ne pas la rémunérer. Ne pas la rémunérer du tout. Genre zéro, c'est juste utiliser la personne et je trouve ça dommage. Moi, par exemple, si aujourd'hui je dois engager une autre nutritionniste, mais c'est-à-dire toi, avec ton expérience, là, quand même. Oui. Voilà quoi, c'est plus au niveau de stage. Non, voilà. Mais dans le cas, donner il faut que tu es en stage, quoi. Tu as besoin de ça. Alors finalement, tu n'as pas besoin. Il faut avoir confiance en ses compétences et savoir que tu as quelque chose à apporter que eux n'ont pas. La preuve, quand tu pars, à Verbi été. C'était à ce niveau-là en fait. Et j'ai fait ça une première fois avec elle, une deuxième fois, je suis un peu têtue. Mon mari à côté de ça, il me dit toujours n'y va pas, ne le fais pas. Moi je dis je veux quand même tester. Et donc je suis têtue, j'ai testé une deuxième fois, mais c'est toujours l'idée que les gens veulent te pomper quoi, c'est des sangsues. Et donc tu dois donner et t'as rien en retour, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a rien. Et donc à un moment tu te dis bon, on va se concentrer sur l'entrepreneuriat, se concentrer sur ce que nous on peut. Et essayer d'avancer. Travailler pour quelqu'un au Sénégal, faut le faire. Il y en a qui y arrivent. Moi, j'y arrive plus. C'est compliqué. Moi, je te comprends. En tant que consultant dans pas mal d'entreprises, quand tu vois comment ça fonctionne en interne, parfois même moi j'ai honte. C'est ça, oui, malheureusement. Voilà, tu vois un peu le style de management. Parfois, franchement, même moi j'ai très honte. Non, il faut qu'on change. Hein, et après, il faut vraiment être fort mentalement pour pouvoir continuer. Non, c'est ça. Parce que le minimum pour moi, c'est... Après, on se rend compte que la paye, après, ça vient en deuxième. La reconnaissance, ça vient en premier. Ça, c'est super important. La reconnaissance, ça vient en premier. Et après, la paye, quand même, c'est important. Comme tu l'as dit, c'est le nerf de la guerre. C'est ça, l'argent, oui. On ne peut pas faire sans argent ici au Sénégal. Sinon, on fait quoi? Du bénévolat. À Marc Sankalé, moi, je faisais du bénévolat parce que j'allais pour acquérir une expérience différente que celle que j'avais à Bruxelles. Mais à partir du moment où tu fournis un travail, tu peux plus le considérer comme du bénévolat. Il faut être rémunéré. Et ici au Sénégal, c'est dur. Ah, mais moi, je pense que même les volontaires, ils ont une petite somme qu'on leur donne. C'est ça, oui. Ça, c'est important. Hein. Bon, après, tu arrêtes ça, tu commences à focus, à te concentrer sur vivre mieux. C'est vraiment en décembre 2019, que je me suis dit, bon, on se lance. Là, j'ai pris un cabinet, un bureau aux Almadies que je partageais avec une autre dame qui vendait des légumes bio. Et donc là, je faisais mes ateliers cuisine. Là, c'était vraiment au final, les offres, ce que tu proposais, c'est quoi? Je propose des ateliers cuisine. C'était quoi le but de ces ateliers cuisine-là? D'apprendre à consommer. Non, à consommer mieux les produits de chez nous. C'est pas dounine, doucaf xorom, doucaf poba, mais c'est juste manger mieux ce qu'on a. Est-ce que toi, tu faisais... parce que j'ai vu un gars qui faisait ça. Tchéboudian sans huile. Tchéboudian sans huile, c'est du mbakhal, ça, c'est pas du tchèp. Il y a un gars qui on le fait. En fait, l'idée, c'est de réapprendre à cuisiner les plats comme nos grands-mères. C'est genwal walat. C'est genre la moitié de la louche, tu cuisinais le tchèp pour tout le monde. Ça, les gens ne le font plus. Là, c'est tant que c'est pas la bouteille. Ce qui est aberrant, c'est qu'on a tellement des pratiques qui sont malsaines que c'est devenu normal. Alors que nos mamans, nos mamies ne cuisinaient pas comme ça. Tu peux nous donner quelques exemples de pratiques qui se font et que, voilà, quoi, tu penses que ça peut être changé, modifié, c'est ça, etc. Le plus ridicule, c'est que tant que c'est que des go chas, le chas là, le goût quoi. Voilà. Et tant qu'il n'y a pas cet aspect-là, alors que là, c'est de la maladie. Si c'est pas de l'huile qui a déjà été cuisinée, c'est encore... Ça aussi, c'est une autre pratique qu'on est... Les femmes, ma domestique aussi, elles encaissent des huiles avec lesquelles elle a déjà cuisiné.
Ça, c'est mauvais. Ah, d'accord. On ne peut pas utiliser... Une huile qu'on a déjà cuite pour la recuire. Ok. C'est-à-dire, bon, exemple, tu utilises une huile pour faire des frites. Oui. C'est fini. On ne peut pas garder cette huile-là pour refaire des frites. Ou même cuisiner une sauce. C'est pas le mieux. Et donc, dans les maisons, tant qu'on n'a pas cuit les huiles chaudes, frites, je me suis dit, bon, c'est acceptable. Tant que l'huile n'a pas une couleur douteuse, quoi. Mais, l'huile de safdjen là, nous safat ko benen djon wala ñu toggé ko sauce. Déjà, la sauce, elle n'est pas au goût, tu vas le sentir. Si je te prends un bête exemple dans ce qu'on sent. Je me suis mariée en 2011. À l'époque, je faisais des plats un peu réglo, quoi. Mon mari me sort, non, je suis pas malade. Tes plats là, c'est des plats comme si j'étais malade. Alors que finalement, avec l'habitude, il ne peut plus changer. Mon mari, tu lui fais un plat où il y a du jumbo, il le sent. C'est parce qu'on est tellement habitué à mal manger qu'on se dit que tant que ce n'est pas comme ça, c'est que tu fais un régime, c'est que tu es en diète. Alors que finalement, on doit changer notre mode d'alimentation. Le trop d'huile, le trop de sel, le trop de piment. Tout ça, on peut bien manger sans ça. Moi, en tout cas, je mange pas trop de piquant, on cuisine pas trop de sel et tout ça, et pourtant, on se sent bien. En tout cas, moi, c'est grâce à toi, on a tellement changé nos habitudes. Ah, c'est madame. Le sucre, par exemple. Oui. Madame, elle pouvait mettre... C'est-à-dire, pour moi, 3 morceaux de sucre pouvaient me suffire. Et 3 dans une tasse? Oui, attends, je t'explique. Madame, il lui fallait 5. Après, moi, j'ai diminué, j'étais à 2 morceaux. Ok. Bon, on a commencé à travailler sur ça. Mais bon, elle n'est pas encore à mon niveau. Je pense qu'elle est sur 3, etc. Mais c'est quand même belé, c'est beaucoup en fait. Moi, je suis sur 2, quoi. Mais bon, quand je dis 2, parce qu'après, il y a 2 types de sucre, quoi. Il y a les gros morceaux ou sucre utilisé, etc. Et il y a les sucres du Sénégal, là, c'est des petits morceaux, etc. Et on a ça. Oui. Côté épices, on n'utilise plus de bouillon. Ça, c'est bien, ça. C'est grâce à Vivre Mieux. Oui. Augmente le volume. Je dis, grâce à ces contenus-là. Voilà. Toi, tu avais même fait une formation diminuer le sucre, mais on avait raté. Il y a madame qui a raté ça. Ok, je vais refaire. You know? Parce qu'elle en a besoin. Je pense qu'il y avait quelque chose qui l'empêchait de participer à ce moment-là. Oui. Et il y a ça. Regarde, maintenant, quand ma belle-mère vient à la maison, c'est-à-dire quand on cuisine, c'est bizarre pour elle. Ah, c'est parce qu'elle n'est pas encore habituée. Oui, c'est-à-dire maintenant c'est plus épicé, etc. Et il y a autre chose aussi, c'est que c'est grâce à toi, la diversification des plats. Par exemple, le fognon. Oui. Non, mais on adore maintenant, c'est grâce à elle. Est-ce que tu sais qu'un jour, lors d'un atelier, j'étais avec des Bajanougor, donc des femmes qui doivent éduquer les gens dans les populations. Les Bajanougor, je parle de fognon, qui est une céréale locale, elles me disent qu'il y a affaire au toubable. Alors qu'il faut qu'on revienne à nos produits locaux. Il n'y a pas mieux, parce que tiep tous les jours, mais c'est pas sain, c'est pas bon, c'est mauvais pour notre santé. Et le pire, c'est qu'on n'a pas cette curiosité. Malheureusement, nous, les Sénégalaises, moi je suis dedans, on n'a pas la curiosité d'aller chercher autre chose. Alors que, ne serait-ce que de voir du fognon, Sankhal même, on en fait du nyankatang, et c'est très très bon. Il y a du mil, il y a plein d'autres céréales locales, le sorgho, tout ça. On peut les utiliser au jour le jour et on délaisserait le riz. Moi, c'est 1 fois par semaine, quoi. Si on me dit c'est tiep binaire de loin, je vais le manger. Mais on peut ne pas le manger et bien vivre. Donc il faut juste qu'on s'ouvre. Et madame fait bien le travail, d'ailleurs. Félicitations à madame. Madame même, regarde, même nos enfants, le matin. Avant, ils prenaient quoi? Ils céréales lactées. Après, ces trucs transformés là. Oui. Maintenant, chaque matin, c'est fondé. Ils adorent. Excellent, ou riz. Moi, je sais que mes filles sont des paresseuses. Le petit déjeuner, tu leur fais un verre de riz, elles le boivent et c'est parti. Et sinon, on a ça. Il y a aussi au lieu des céréales en pack là. Oui, qui sont on utilise beaucoup les flocons d'avoine avec du lait nature. C'est ça. En fait, l'idée, c'est qu'il faut changer et s'ouvrir à autre chose. Parce que tout ce qui est pain, on est dans nos habitudes. Falen là, mais les Diagne, les Dia là, ils aiment le pain au Sénégal.
on peut s'en passer, ou de temps en temps. Le dimanche passé, je vais à la boulangerie, quelqu'un reconnaît Vivre Mieux, il me dit « Ah, madame, tu achètes du pain ?» Oui, j'achète du pain de temps en temps, je ne m'en coupe pas. Mais je vais aussi acheter du mil, je vais acheter des céréales, je vais acheter des tchakiri de mangue, tchakiri de papaye, tout ça, c'est sur Vivre Mieux. L'idée, c'est juste de montrer qu'il y a autre chose qui est... Quand tu dis sur Vivre Mieux, est-ce que tu en vends? Ou bien tu parles juste de recettes Oui, en fait, je vends et je promeus les gens qui les produisent, les producteurs locaux qui mettent en avant ces céréales. Parce que ce qu'il n'y avait pas avant, quand j'ai commencé à montrer les produits locaux sur Instagram, c'est que je trouvais dommage qu'on n'en parlait pas. Avant, c'était dans les petites coopératives que tu voyais certaines céréales. Et maintenant, c'est dans tous les supermarchés. L'idée, c'est qu'il faut remettre en avant les chaînes de valeur de nos produits locaux. Tu étais en train de citer quelques mauvaises pratiques dans nos habitudes alimentaires. La dernière en date, tu la connais? Non. Non. Il y a beaucoup de fresques avec le tiret tamkharit de la sénégalaise lambda, quoi. Et le tiret tamkharit day am fromage. Moi, j'oserais jamais goûter, je ne vais jamais goûter. Abdou Diamar merde. Voilà. Même Abdou Diamar est fâché. En fait, il faut qu'on revienne aux bases. Moi, j'ai entendu même tiret avec Tanarman, je pense j'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux. Mais ça encore, ça va, c'est bon. Tant que tu ne mets pas la tonne et les cantales de Tandarman, juste avoir le goût sucré-salé. Moi, je fais ça va. Non, pour moi... raisin bi moom haricot blanc day kii nga ne fromage fromage les dames, les chères dames, les jongués, pas nous autres, ils râpent le fromage. Et après ils râpent le fromage gruyère. Gruyère, oui, à râper en plus du tiret. C'est du gras, ça n'a rien à faire dans un tiret. Mais en fait, malheureusement, on veut tellement bien faire que parfois on est dans les excès. Comme quand on cuisine un tchèbou yap que tu rajoutes. Maintenant, gali pour mu doré. Est-ce que tu doré le tchèbou yap? Non. Nescafé. Dañuy saaf Nescafé bi saaf yap bi tek ci tchèb bi pour mu doré, quoi, pour avoir la couleur, parce que un tchèb doré est plus attractif qu'un tchèb pas doré, quoi. Mais je pense que rouge et blanc, moi, mieux. Non, il le dort marron comme ça. Tu as jamais mangé tchèbou yap bien marron doré là? Non, je prête pas attention. En somme, on est dans des excès qui nous poussent à toujours faire mieux que l'autre, mais c'est pas forcément mieux pour nos ventres. Oui, mais il y a aussi même le ngalax, il est en train d'être dénaturé. Oui, le ngalax, c'est autre chose. Ngalax, c'est avec du chocolat maintenant, c'est plus... Nutella. Oui, voilà, c'est des choses dont on peut se passer. Les colorants, les essences. Est-ce que vous savez que moi, j'utilise les essences pour parfumer une maison? Et les gens l'ingèrent. Dans les jus de bissap, les gens boivent l'essence, le bois. Alors que c'est pas bien. Il y a une expression sénégalaise que j'aime bien, bir kendo korafas. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on ingère parce que finalement, on mange tout et n'importe quoi à force de vouloir bien faire, mais c'est pas le mieux. Une fois sur Instagram, j'ai vu une vidéo d'une dame qui a fait un tchakiri. Elle a vidé son placard dans le tchakiri. Elle a mis du yaourt, de la crème, ça, c'était juste horrible. Alors que de base, tchakiri, ça, mais ce sort, ce sucre, raisin, si tu veux. Moi, je sucre maintenant avec du miel. Oui, je le fais beaucoup. Tout dépend de la quantité de miel que tu mets. Non, mais Ok, donc voilà. Une petite cuillère. Oui. Si je par exemple yaourt lait nature plus flocon d'avoine. Oui, tu mets juste une petite cuillère. Excellent. Voilà, l'important, c'est qu'il faut qu'on se réhabitue à un mois. Sucre bi le problème. Fonde mën naa ko naan sans sucre. Kii dama koy naan sans sucre aussi. Tu mets du bouilli. Voilà, tu mets du bouilli, même le fondé. Tu mets du bouilli en poudre, tu as assez d'énergie. Tu n'as même pas besoin de rajouter le sucre. Mais nous, nous sommes sur une boîte. Gros sucre, le prix que c'est maintenant, c'est la catastrophe. Avant, c'était pas ça. Donc, il faut juste qu'on se réhabitue à un mois. Le sucre, comme tu as dit tout à l'heure, tu es passé de 3 à 2 à moins, de moins en moins. Mais c'est juste que, si le tégaton casse, donc tu seras dégoûté. Sucre, ce qui est là, de jus événement. Et pourquoi?
Vous savez sucre. Ah non, les jus événements là. Ah ouais, événements. C'est vraiment non, événement de temps en temps, surtout quand les fêtes là. Il faut juste qu'on se réhabitue à un moins sucré. Et les ateliers que tu faisais. Les gazeuses, moi, je prends plus. J'ai arrêté les gazeuses. Ça, c'est bien. Ça. Quoi encore? J'ai même les briques, hein, parce que je sais que Dour le 10% de fruits. C'est colorant. 10% farce, c'est beaucoup. Hein? La majorité, il n'y a même pas la liste. C'est des trucs synthétiques qu'ils mettent dedans, quoi. Je comprends, quoi. Donc l'idée, c'est que les ateliers de base, c'était pour réapprendre comment cuisiner mieux les plats de chez nous. On allait intégrer. Beaucoup de femmes ne savent pas cuisiner le fognon. Un des ateliers qui a le plus marché, et j'avais pas que des Sénégalais, j'avais beaucoup d'expatriés, c'était un atelier dans lequel on cuisinait un yassa fognon. Et donc tout le monde venait apprendre. Comment faire du lait de ndir. Dire le sushi, comme quand on était jeune, quoi. Wow. C'est très bien, mais les gens ne savaient pas comment. Donc, c'est des petits ateliers comme ça qu'on faisait, ça marchait super bien. À l'époque, c'était avant la Covid, et je faisais un atelier un samedi sur 2, et j'étais tout le temps full, donc c'était très bien. Non, ça c'était, c'est super, quoi. Donc, dans un premier temps, tu as eu ce genre d'offres-là. Comment est-ce que les offres ont évolué par la suite, les offres de Vivre Mieux? Alors, au départ, c'était par Vivre Mieux sur Instagram. J'avais beaucoup de clients qui étaient intéressés par finalement comment faire pour consommer plus de produits locaux au jour le jour, pour manger mieux, et comment pour ne pas tomber malade finalement, ne pas tomber dans tout ce qui est diabète. Donc là, à l'époque, je faisais du coaching nutritionnel, des consultations privées one-on-one et des ateliers cuisine. C'était bien, c'était très bien. Avec le temps, j'aimais moins, et avec le temps, il y a eu la Covid. La crise Covid a fait que les ateliers, on ne pouvait plus. D'ailleurs, mon dernier atelier, c'était le jour où notre cher président a dit que plus de regroupement. C'était le 14 mars à l'époque. Et donc là, j'ai juste arrêté, il fallait travailler autrement. On a fait beaucoup de consultations en ligne. Là, j'ai fait des e-books pour que les gens continuent à manger mieux autour du ramadan, autour de la santé, autour du bien-être. Et avec le temps, j'ai été rapprochée par des entreprises. Donc là, on faisait des cours collectifs, des ateliers en ligne autour des thèmes de discussion. C'était prévention diabète, prévention cancer, alimentation saine autour du ramadan. Et donc au finalement, quand j'ai été contactée par les entreprises, je me suis dit, tu éduques plus de monde en un petit temps. Tu gagnes plus de sous en un petit temps, et donc j'ai délaissé jusqu'à maintenant les coachings nutritionnels pour me tourner vers le B2B. Et donc c'est là que j'ai été rapprochée par des enseignes comme Auchan, Nestlé, il y a eu Sanofi à l'époque aussi. Mais il y a d'autres, vraiment, c'est petit à petit, et pour moi, c'était plus chouette, parce qu'avec ces entreprises-là, tu éduques un plus grand nombre, tu touches beaucoup plus, et l'impact, il est plus grand, parce que chaque personne éduquée peut importer cette éducation dans son foyer. Donc vraiment, c'était vraiment dans le final de Vivre Mieux, c'était très très bien. Après, derrière, comment est-ce que parce que tu es aussi maman, comment est-ce que tu as pu gérer les moments de maternité, tout ça? Oui, prioriser, savoir ce qu'est une priorité pour toi et ce qu'il est moins. Et donc moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma priorité, mes enfants et mon mari, et ensuite le travail viendra, parce qu'on cherche tout à se réaliser, c'est une réalité, mais je priorise. Et ça, je peux confirmer. Vous savez, ça c'est le deuxième numéro sur lequel on s'est déplacé. Et chaque fois, elle reporte. Je reporte. Elle reprogramme, elle fait des trucs, elle va en voyage. Vacances, oui, avec les enfants. Ça, il faut. Non, quoi. Il y a un cadre. Non. Même pour le travail, c'est la même chose. Non, il y a un cadre. Non, tu as raison. Tu as raison, parce que nous, ça serait pas été intéressant. Nous fait que le fait que son stressé, mais là, vous voyez comment elle est souriante, comment elle est contente. On a géré les enfants, les patrons là, ils sont chez nous. Le monsieur, il est très content aussi, je pense. Voilà, il y a monsieur, non, on a vu monsieur. Donc non, il faut prioriser. Il faut prioriser. Et par-dessus tout ça, il y a son bien-être personnel aussi qu'il ne faut pas négliger. Et j'ai eu à le négliger, je me suis oubliée, et au moment où tu as le déclic, tu te rends compte que tu dois prendre soin de toi pour pouvoir prendre soin des tiens. Tu t'y mets, après ça devient routine. Tu as totalement raison. Mon sport, c'est au moins 4 fois par semaine, je n'y déroge pas. On est ensemble sur ça. Le travail. Moi, mes moments de sport là,
peu importe le rendez-vous avec qui c'est, etc. Moi, mes séances de sport. C'est ça. Non, faut dire, je mets mes séances de sport. Quel de mon Voilà. Je les mets normal. On est connectés, c'est la même chose. Ah, mais oui, c'est ça. Parce que après, c'est-à-dire moi, comme j'ai l'habitude de le dire, ton premier outil de travail, c'est ton corps. C'est ça. Et si tu te sens pas bien, tu vas courir après l'argent. Au final, tu vas te soigner avec l'argent. C'est ça. C'est la même chose dans l'alimentation. Les gens disent que bien manger, c'est cher. Bien manger, c'est cher. Oui, mais si tu le payes pas maintenant, tu vas le payer après en frais médicaux. Donc, tout est une question de choix, de priorité. Pour vivre mieux, priorisons. Donc, voilà. Style de vie, ça, c'est... Voilà. Donc, vivre mieux, c'est tout un style de vie, quoi. Oui, c'est tout un lifestyle. En fait, de nos jours, il y a la lifestyle médecine. Maintenant, les gens prennent conscience qu'on doit apprendre à tout un chacun à mieux vivre, avoir un lifestyle plus sain. Vivre mieux, le fait déjà depuis longtemps. On essaie de l'impliquer. Et quand je dis sur Instagram, c'est pour vivre mieux tout simplement, ce sont des petits gestes qu'on doit mettre au quotidien sans que ce ne soit lourd, mais qui vont nous aider à aller plus loin. En ce moment, on est en janvier. Les gens ont des objectifs. Des résolutions. Des résolutions. Moi, je dis à tous ceux qui viennent avec des résolutions, c'est très bien. Mais ça reste des objectifs qui n'ont pas de plan et qui finalement sont des rêves, quoi. Les femmes viennent la plupart du temps, ah, je veux avoir moins 20 kilos en 6 mois. Ok, mais tu fais quoi pour? Ça commence par commencer à boire de l'eau. Tu demandes, ah, combien de verres d'eau tu as bu aujourd'hui? Elle te dit, ah, même pas 2. Mais comment tu vas arriver à ton moins 20 kilos en 6 mois? L'idée, c'est que les gens doivent se donner des objectifs, oui, mais ils doivent se donner les moyens d'y arriver. Et sur Instagram, je montre juste qu'en étant maman, en étant femme en étant entrepreneur, parce que le vivre mieux, il faut le faire vivre aussi, on doit prioriser et se donner les moyens d'arriver à être une meilleure version. Moi, je ne suis pas encore la meilleure version de moi-même, je me donne encore du temps, mais j'essaie petit à petit. Et c'est avec ce que Dieu me donne. Dieu me donne des enfants, je dois gérer mes enfants, mais essayer aussi d'être une meilleure version de moi-même. Donc c'est petit à petit, rek. Il y a comme tout. Tu as raison, etc. Avec les... c'est-à-dire, déjà, est-ce que pour toi, entrepreneur et maman, ça va? Voilà, quoi, ça va. Ça peut aller, quoi. En fait, ça dépend. Quand tu es entrepreneur, tu comptes pas ton temps. Si tu sais pas prioriser, tu tombes vite dans les travers de tu dois être productif et ramener de l'argent. C'est mon entrepreneuriat de faire de mes bords, quoi. Parce que je mets pas la recherche de contrat au-dessus de mes enfants, par exemple. J'ai été éduquée comme ça aussi. Mon père était très carré, très poule comme ça. C'était papa poule. Et donc, l'idée, c'était que je veux offrir un cadre à mes enfants. Et pour donner ce cadre, certes, il faut de l'argent. Mais il y a aussi le cadre physique. Tu dois être présent pour tes enfants. Même si aujourd'hui, je suis entrepreneur, je veux des contrats. L'argent, c'est très, très bon. Mais si un contrat m'empêche de gérer mes enfants, je ne veux pas de ce contrat. Donc, en fait, tout dépend de comment on peut prioriser et si on peut se le permettre. Moi, je ne suis pas seule. Si j'avais pas mon mari qui gérait aussi un temps soit peu, et je parlerais peut-être pas de la même manière. Donc, tout est à remettre dans le contexte. Alhamdulillah, je peux mettre ce contexte-là et permettre à mes enfants d'avoir ma présence, mais tout le monde ne peut pas non plus. Donc, d'une personne à l'autre, c'est très différent. Et après, côté manière de penser, de voir les choses, etc. Est-ce que avec toi et monsieur, c'est forcément les mêmes manières de voir le monde, les mêmes manières de voir les choses, la vie? Alors, on a 11 ans de différence. Il m'a apporté, parce que j'étais pas comme ça du tout, il m'a apporté beaucoup de sagesse, mais vraiment beaucoup de sagesse. Et donc, finalement, on arrive à penser, je dis pas qu'on pense similaire, on a des couacs, on discute, on a des échanges, mais l'idée, c'est qu'il faut voir le côté positif. Lui m'apporte, moi je lui apporte et on essaie d'avancer. Ça va faire 13 ans qu'on est mariés, c'était pas un long fleuve tranquille, mais chacun sait ce que l'autre apporte et c'est pas pour rien qu'on s'est mariés finalement. Donc à partir du moment où tu sais trouver le juste milieu, on trouve un point et il faut communiquer en fait, tout est dans la discussion. Mais je dirais pas que c'est simple, je dirais pas non plus qu'on a exactement les mêmes façons de penser sur tout. Non, on se complète. Je suis pas complète, il est plus complet que moi, mais on arrive à trouver un juste milieu. Je vois. Et là, pour toi, quels sont ici au Sénégal, c'est quoi le plus difficile quand on est entrepreneur au Sénégal?
Le rapport avec les gens, le rapport avec les entreprises, quand tu dois envoyer des contrats, le rapport, la manière de travailler. Peut-être, avec l'expérience que j'ai eue à Bruxelles, on a cette conscience professionnelle qu'on ne retrouve pas chez tous les entrepreneurs et on ne retrouve pas forcément chez les entreprises avec lesquelles on collabore. Donc, la conscience professionnelle, c'est très très bien, mais encore faudrait-il que ce soit des deux côtés. Donc, finalement, on se trouve à donner beaucoup et ne pas avoir le même retour. Donc, c'est ce qui, pour moi, est le plus compliqué. Et à chaque fois, par exemple, la majorité de mes contrats, je suis toujours là derrière mon mari. Oh, je suis fatiguée, je vais laisser ce contrat, je vais laisser. Finalement, tu ne lâches pas parce que tu en as quand même besoin, quoi. Mais tous les jours, on se plaint. Oui, c'est pas simple, mais il faut toujours savoir comment gérer ces aspects. Et c'est là aussi que des formations comme celle que j'ai faite avec le WIC aident à analyser, aident à savoir voir plus loin. Quand moi, je me lançais dans l'entrepreneuriat, je ne savais rien. Mais c'est en te formant. Là, tu me donnes n'importe quelle entreprise qui débute, je sais quel point mettre en place pour que ça avance. Mais de moi-même, j'aurais jamais su faire ça. Moi, je mettais les choses pour vivre mieux. Je mettais brique par brique pour me rendre compte que finalement, c'est un vrai processus qui était créé, linéaire. Mais tant qu'on te l'a pas dit, tu ne le sais pas. Et donc, je pense que ce que nous, entrepreneurs, gagnerions tous à faire, c'est aller chercher les informations et les bonnes informations. Et il y a des structures qui sont là pour nous former. Pour les femmes, il y a le WIC, pour tout le monde, il y a Orange Corner, il y en a plein. Des systèmes d'incubateurs qui nous aident à aller de l'avant en tant qu'entrepreneur. Et c'est pas simple. C'est clair. Et aujourd'hui, dans un contexte où énormément de gens ne voient plus d'opportunités ici au Sénégal et pensent que c'est mieux de voyager, d'aller ailleurs. Toi, qu'est-ce que tu penses? Alors, je reviens de New York. À New York, on a vu beaucoup de Sénégalais qui sont venus par Nicaragua. C'est dur. C'est super dur. Et on a discuté avec mon mari, on aimait bien de se promener et de discuter avec eux, mais c'est très très dur. Ils racontent leur parcours, comment ils ont fait pour arriver là, ce qu'ils vivent au jour le jour. C'est très compliqué. On a l'impression que c'est mieux ailleurs, mais ce n'est pas mieux. Il y a une image, même rien que d'en parler, j'en ai la chair de poule. En rentrant, mon mari avait un manteau en trop et on a dit qu'on allait chercher un Sénégalais, on allait lui donner. Il faisait 4 degrés, le Sénégalais était en t-shirt. C'était un monsieur d'un âge avancé, il avait des cheveux gris et tout. Et donc, on a marché longtemps avant de le voir lui et quand on lui a remis, il l'a mis directement. Moi, je pouvais plus me retenir, j'ai pleuré. Et il nous a raconté son parcours, c'est très très compliqué. Et tant que tu es dans ton confort, tu te rends pas compte de ce que les gens vivent pour tekki fenen. C'est tout un parcours. Faut pas penser que c'est simple en fait. Et donc déjà ça, c'est un combat. Se donner les moyens de faire ce combat ici. Moi je parle, ça a l'air facile pour moi, mais on essaierait un petit peu. Il y a plein de champs vides. Il y a plein de terrains vagues. Moi je vais tout le temps à Palmarin, j'ai des champs et tout, mais il y a plein. Tu peux aller en tant que jeune, aller louer un espace, un terrain, commencer, t'intéresser à l'agronomie, faire autre chose. Le mal qu'on se donne pour être dans des pays, être dans des conditions, c'est des conditions super tristes. Moi, quand je vois ça, c'est horrible. Moi, je suis allée en Belgique, c'est parce que mon père travaillait là-bas. Finalement, on s'est inséré. Moi, j'avais en tête de revenir. Sénégal, c'est chez nous. C'est ici que nous devons construire. Ces jeunes sont parfois dans des situations tellement terribles qu'ils ne voient que là-bas. Mais le trajet qu'ils ont pour arriver à New York, et une fois à New York, les combats que c'est pas facile, en fait. Donc, ce serait bien qu'on essaie de mettre en balance les pour et les contre, savoir pourquoi, et savoir l'investissement qu'on va donner ailleurs et si on le donnait ici chez nous. Il y a tout ça à prendre en compte et c'est pas simple. Autant c'est pas simple là-bas, autant c'est pas simple ici, mais tout est une question de se bouger et essayer de se donner les moyens d'y arriver. C'est tout un combat, c'est très très dur. Ça c'est clair. Après, moi je pense que parce que aujourd'hui, quand tu es entrepreneur, tu as cette pour moi, tu as c'est un peu plus facile pour toi de voir des opportunités. Est-ce que
C'est plus facile. Non, de voir des possibilités. Oui. Parce que tu as ce touch d'entrepreneur-là. Ce mindset, oui, c'est un esprit. Voilà, automatiquement, il y a une idée de projet qui peut émerger d'une petite situation, etc. Après, avec notre formation, les gens, ils n'ont pas forcément cette capacité à, comme quand tu apprends la philosophie pour la première fois, on te dit que oui, le doute, il faut toujours douter, il faut se poser des questions, etc. Et tu commences à, c'est ça, tu essaies de mettre les choses que ça connecte. Le mindset, il change. Oui. Et après, quand tu as un peu de touch d'entrepreneuriat et que tu apprends qu'en fait, problème égale opportunité, eux, ils ne voient pas. La majeure partie des gens, moi, je pense qu'ils ne voient pas. Après, pour moi, c'est notre système. Le système. C'est notre système. On est fait, c'est-à-dire c'est un système. Derrière, voilà quoi, tu vas à l'école pour le diplôme pour forcément être casé. Sans ça, tu as échoué. Alors que non. Et, il faut qu'on change en fait. Voilà, nos mentalités doivent changer. Ça, c'est clair. Parce que finalement, on n'éduque plus nos enfants à pouvoir se débrouiller. On les met dans un cadre, on dit tu devrais faire ce type d'études, puis voilà. Alors que finalement, les opportunités sont partout. L'autre jour sur TikTok ou je sais plus sur YouTube, j'ai vu un monsieur qui jette un seau. Dans le seau, il jette une espèce de tuyau. Le tuyau va te faire la chasse d'eau. C'est des Asiatiques. Il a compris qu'au Sénégal, les pressions d'eau, c'est un gros problème. Et il est parti d'un problème, il a créé sa solution et hop, il gagne beaucoup d'argent. Il faudrait que nous soyons plus ouverts à chercher les problèmes. C'est ce que je dis à mes filles. Au lieu de pleurer les problèmes, on doit trouver les solutions. Et vraiment, ça c'est l'entrepreneuriat. À partir du moment où tu as trouvé la solution à un problème, mais tu le vends et tu gagnes beaucoup. Et donc, il faut qu'on soit plus ouvert à trouver des solutions à nos soucis. C'est sûr qu'il y a certains qui ont plus de facilité. Moi, je ne suis pas comme toi, par exemple. Je n'ai pas encore l'œil pour voir les options, mais c'est tout un travail et il faut qu'on change les mentalités des enfants. Ça doit commencer très, très tôt. Et pour toi, est-ce que... parce qu'il y a beaucoup de gens, après, quand tu leur parles de l'entrepreneuriat, automatiquement, il faut un financement, etc. Tu as démarré avec combien? Avec rien. Avec de quoi aller chez le notaire pour créer l'entreprise, quoi. Et tu penses que... est-ce que tu penses aujourd'hui que tu aurais pu t'en passer, faire ton business sans même avoir un papier? Clairement. C'est quand je suis partie au WIC, par exemple, à la formation, que la majorité des femmes entrepreneurs n'avaient même pas une entreprise ficelée. Moi, j'avais en tête qu'il faut créer l'entreprise. Non, il faut débuter. Faut se lever, lancer, voir comment. Et la majorité, c'est qu'on a en tête qu'on doit mettre beaucoup d'argent pour donner. Un business dans lequel tu mets beaucoup d'argent, je suis sûre que tu le perds. Le meilleur business sera celui où tu ne vas pas dépenser pour faire émerger le produit. Parce qu'il y aura tellement de changements, vivre mieux entre le départ et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'argent dépensé pour rien. Alors que finalement, tu peux juste tester. Et les idées les meilleures sont souvent celles qu'on peut tester sans débourser des sous. Donc, il faut vraiment qu'on revienne à l'essentiel. On n'a pas besoin de khalis. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Oui, c'est bien, c'est pour être propre sur soi. On peut même être propre sans argent. Mais la réalité, c'est que il faut essayer de démarrer avec ce qu'on a, ce que Dieu nous a donné, les moyens qu'on a, parce qu'on a toute cette passion. On peut tous trouver. C'est ce que j'expliquais à ma domestique. Elles sont souvent dans les maisons, elles voient pas plus loin. Elles ne pensent pas qu'elles vont prendre de l'âge, elles vont avoir de la famille. Et donc, l'idée, je leur dis que toi, à la fin du mois, on te paye. Dans ce qu'on te paye, au lieu d'aller acheter des vêtements, tu peux épargner. Il y en a une des domestiques qui aime bien la couture. Elle travaille maintenant, elle apprend à coudre. Je lui ai dit, au lieu de dépenser ton argent, économise pour acheter une machine. Et c'est des petits pas qu'on va mettre qui finalement vont donner des grandes envergures sans qu'on se rende compte, sans que ça ne doive coûter cher. Parce que si tu te payes ta monnaie de me sortir la machine, c'est 200 000. Alors que tu as travaillé parfois, elles travaillent 10 ans comme domestiques. Elles peuvent économiser petit à petit et finalement y arriver. Non, pour entreprendre, il ne faut pas d'argent. Il faut juste avoir l'idée et l'envie de la mettre en place. Ça, c'est clair. Parce qu'après, derrière, même quand beaucoup d'entrepreneurs racontent leur parcours, ils aiment trop dire que j'ai démarré avec 5 000, 10 000. J'ai commencé à 9 ans, à 5 ans. Mais après, les gens, ils sont là à douter, alors que c'est vrai. Non, la plupart du temps. C'est vrai. C'est-à-dire, les gens, ils ne se posent pas, ils essaient pas de comprendre, mais c'est vrai, quoi. On n'a pas besoin d'argent pour... C'est les idées qui font l'argent. C'est les idées. Voilà, et comment tu les mets en place. Voilà, c'est les idées qui font l'argent. Et quand tu donnes l'exemple de ta domestique, là, notre technicienne de surface, là, je lui dis, mais
quand tu viens ici, tu passes 1 heure de temps. Imagine, tu as 10 autres entreprises comme nous. Parce qu'ici, on est dans une cité avec, je ne sais pas combien d'appartements qui sont là. Mais à un moment donné, même à 5, tu n'as plus besoin de faire le travail là. Tu vas chercher une autre personne qui va faire le boulot. Et après, tu vois les entreprises de nettoyage que tu vois, c'est que ça démarre comme ça. Tous commencer comme ça. Tu commences par, c'est toi qui fais le boulot. Tu as une personne qui t'aide, 2 personnes qui t'aident. À un moment donné, tu deviens manager. Tu manages les personnes là. Et après, il y a d'autres personnes qui vont venir manager ces gens-là. Et là, qu'est-ce que tu fais? Voilà, et tu ça regardes part de juste les rien, chiffres. en fait. Il faut être observateur et faire avec son environnement. Tu as raison. Mais oui, mais tout à fait. Hein. Tout à l'heure, tu parlais d'argent, d'économie. C'est quoi tes rapports avec l'argent pour toi? You know? Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand je perçois l'argent, moi, je vis. Oui. Moi, je vis ma belle vie. Souvent, Oui, Et de ton côté, c'est quoi ton rapport avec l'argent? Eh ben, j'ai été jeune. J'ai été le Graoul, quoi. Mais non, on a une descendance pour qui on doit travailler. Et donc, finalement, mon rapport à l'argent, je dirais qu'il est plus... En fait, j'ai moins de besoins que quand j'étais plus jeune. Parce finalement, nous, là, Dungson, on se crée beaucoup de besoins. Et déjà, j'ai toujours été quelqu'un tu as assez avec ce que tu as. Mon père, il nous a éduqués on se contente de ce qu'on a. Mais c'est encore plus vital avec l'argent parce qu'on ne se crée pas de besoins. Nous, ce qui nous fatigue, et surtout nous, les femmes, c'est qu'on se crée énormément de besoins. Alors qu'on pourrait s'en passer. Et donc, depuis que je suis consciente que j'ai pas besoin de la majorité des choses, on gère mieux. On gère mieux, mais on a tous été jeunes en se disant qu'il faut dépenser, le salaire est là, il faut le dépenser. Alors que non. Moi, je me rappelle à l'époque où même madame, c'est-à-dire le salaire est fini avant de l'avoir encaissé. C'est ça. Et on y arrive tous. On y arrive tous en fait. On a tous une époque où c'est comme ça, où on est plus dépensier, où on dépense plus qu'on gagne. Mais après, on se rend compte, il faut juste se poser et faire le pour et le contre. Et il y a plein de formations maintenant. Il y a une money coach. Comment elle s'appelle encore? The Up Tribe, Mariama. Voilà. Pourtant, elle a été dans le même groupe que toi quand tu faisais notre formation en marketing. Elle était dans le groupe. Elle était tellement discrète aussi. Elle était là-bas avec une de ses collaboratrices aussi. Et donc, c'est le genre de formation qui te donne des déclics. Qui t'apprennent comment gérer son argent. Apprendre que finalement, tu n'as pas besoin de la dernière watch alors que tu en as une. Tu n'as pas besoin du dernier iPhone alors que tu en as un. C'est des trucs comme ça qui font qu'on doit juste être conscient. Conscient pour les finances, conscient pour son bien-être, conscient pour mieux manger. Tout, c'est une question de prise de conscience. C'est une prise de conscience et aussi, c'est aussi une question de... Moi, je pense que la société... Parce qu'il y a des gens qui sont tellement dépendants de la société. Ah, si on ne me voit pas avec une grosse voiture, non, c'est compliqué. Oui, attends. Ça, j'étais comme ça avant. Moi, non, j'étais le contraire. Quand j'étais en Belgique, j'ai acheté une petite Yaris. J'étais très contente, j'avais 23 ans, j'avais ma petite voiture. J'ai jamais vu l'intérêt d'avoir une grosse voiture jusqu'au jour où tu en conduis une. Donc, bon, tu peux pas, c'est pas le bon exemple. Non, je comprends ce que tu veux dire. Là où tu pourrais prendre l'exemple, Réo. Je suis mariée depuis 13 ans, moi, sur Réo. On a fait de petits... On a fait des petits trucs, mais par exemple, le mariage, moi je me rappelle. On a dit aux gens, décembre, parce qu'on s'est marié en septembre, décembre, on a les gars. Non, mais c'est ça en fait. Le truc aussi, avec nos enfants, les baptêmes, ça ne sort pas de l'appartement. C'est ça, le strict nécessaire. Ça ne sort pas, c'est la réalité, mais ici, tant que tu as bâche, et il y a rouille time aussi. Il y aura toutes sortes de time. Hein? L'idée, c'est que voilà, il faut se concentrer sur les nécessités. Tu aurais pu entreprendre, mais ce serait une grosse bagnole, dis-le quoi. D'abord, elle veut pas. Non, on va que c'est. Donc voilà. Non. Moi, j'ai vendu mon véhicule il y a pas longtemps. Et c'était en juin quand il y avait les échauffourées, gars de auto. Non, façon, comme dans la je vends quoi. Après, je reste au moment, chaque jour, madame me dit, mais toi, quand est-ce que j'ai acheté le véhicule?
Comme le bureau, il est à 5 minutes de chez moi. Oui, je prends un taxi, je suis et puis je ne sors pas beaucoup, franchement. Et que pour certains rendez-vous, c'est très beau, il n'y a pas. Oui. Et là, on est dans nos poignets. Il faut une voiture. Mais après, moi, je suis tellement, Oui. Je me rappelle le dernier téléphone que j'avais avant que celui qu'on m'a volé, quoi. J'avais c'était les derniers iPhones là. Oui. On m'a volé un téléphone il n'y a pas longtemps. Mais avant ça, j'ai le iPhone X que j'avais, je pense que je l'avais gardé 3 ans. Hein. Mais voilà, moi, mon iPhone que j'avais, c'était un 11 et je l'ai gardé 4 ans, 5 ans avant de changer. Et quand moi, en 12, général, 13, 14, il y a même 15. C'est-à-dire qu'en général, quand je change, je peux prendre le dernier téléphone. Oui. Mais quand je le prends, c'est pour 3 ans, voire c'est plus. ça qui est bien. Etc. Mais bon. Mais les voitures, quand tu as l'habitude de conduire une petite et que tu as goûté à conduire une grande, tu peux plus dire que je prends une petite pour ne moins dépenser. Non, ça c'est. Ça n'a pas marché. J'étais comme ça. Mon beau-père, il se fout de moi. Il dit oui, ta petite voiture. Non, en fait, celle que je veux acheter, c'est une grande quand même. C'est une grande. Mieux. Mais pour moi, ñorno quoi. Pourquoi? Parce que moi, en général, quand j'achète, peu importe ce que j'achète, je me dis quand j'ai pas l'argent pour en acheter 2, j'achète pas. Oui. C'est comme ça, quoi. J'ai eu cette discipline-là. C'est sûr qu'il faut avoir les sous, oui, mais boule d'aime c'est petit dalle. C'est noté. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues avec Vivre-Mieux, bien une orientation, des innovations que tu as prévues? Orientation pour l'instant, c'est de m'occuper de bébé 4. Dégueulasse. Sous degré, on se relance. Mon fort. Donc, tant que c'est pas fait, je prends mes contrats. Je suis beaucoup dans le B2B. Pour l'instant, c'est soit dans le digital, soit ce sont des ateliers. Et on fait des ateliers de discussion. Si vous avez une entreprise, vous souhaitez, dans votre programme RSE, éduquer les populations à vivre mieux, à manger mieux, à avoir une alimentation et un mode de vie plus sain, vivremieux.sn. www.vivremieux.sn. Donc voilà. Sinon, à part ça, je fais pas grand-chose. Et oui, pour te contacter, c'est quoi? Le site internet, Instagram. Je suis presque tous les jours dessus. Je donne des conseils sur comment manger, comment vivre mieux. Et je montre par l'absurde que c'est possible. Si moi, là, je peux le faire, tout le monde devrait y arriver. Et donc, l'idée, c'est que si vous voulez en apprendre tous les jours sur une alimentation plus saine, Instagram, vivremieux.sn. Si vous avez une entreprise, parce qu'il faut l'argent, le nerf de la guerre, on en a parlé, contactez-nous pour éduquer vos collaborateurs pour une productivité optimale. Pour qu'ils travaillent mieux, il faut qu'ils vivent mieux. Donc, voilà. Ça c'est clair. S'ils vivent mieux, c'est plus de productivité, productivité, c'est plus d'argent pour l'entreprise. Voilà. Il y a une question, je pense que ça va intéresser pas mal de gens. Dis-moi. Est-ce que c'est possible de développer une page sans apparaître sur la page? Alors, oui, c'est possible. C'est tout à fait faisable. Il y en a beaucoup qui le font, mais ça réduit l'attractivité de la page. Parce qu'au départ, Vivre Mieux, c'était juste le logo. C'était pas montré, oui. Mais tant qu'ils ne voient pas la personne derrière qui le fait et que c'est possible, je pense que desne quoi. Il y a quelque chose qui manque. Mais il y a beaucoup de gens qui le font. Malheureusement, je ne pense pas que ça décolle. Mais il faut que les gens se reconnectent à l'humain. C'est un téléphone, c'est souvent sur les téléphones ou les ordinateurs. Mais tant qu'ils ne voient pas la personne derrière, ils ne vont pas se reconnaître. Moi, si je vois quelqu'un qui fait du vivre mieux, sans que je vois la personne derrière, là, je vais pas croire qu'elle vit mieux finalement. Et donc, on a toujours besoin de se reconnecter à la personne. Et je crois que ça aide à grandir les pages en tout cas. Et naturellement, toi, dans ton lifestyle, est-ce que tu es du genre matinale, nocturne? Alors, quand tu es maman, est-ce que tu as le choix même? Tu n'as pas. Tu dois être matinale et tu dois être nocturne. Moi, j'allaite. Mes bébés, mes enfants, je les ai allaités jusqu'à ce qu'ils aient 2 ans. Et donc, aucun de mes enfants n'a pris de lait artificiel. Nous, on a fait même c'est-à-dire nos enfants, ils ont fait, même avant de prendre de l'eau, ils ont fait 6 mois sans eau. Voilà, d'allaitement naturel. Et c'est ce qui est bien, en fait. Il faut qu'on reparte aux bases. C'est ce qui est génial. Et donc, quand tu allaites ton enfant, les bébés là, on sait comment ils sont. Tu en as 2 garçons. C'est toute la nuit, la plupart du temps. Donc, tu es obligé d'être nocturne, tu es obligé d'être maternelle. Il faut faire. Quand la vie te donne du citron, tu fais de la citronnade. Quand la vie te donne des enfants, tu te lèves le matin et tu te couches tard. C'est tout. Ça, c'est clair. Sinon, quels sont les petits plaisirs de la vie dont tu aimes bien profiter? Alors, le plaisir de la vie. Mon sport fait partie d'un de mes plaisirs.
Bien manger aussi, c'est pas pour rien que j'ai ce poids, même si je mange bien, sainement, mais bien manger en fait partie. Ouais. Tout dépend de ce que je mange. Et donc, si je sais que la chose dont je peux pas vivre sans, c'est soit le chocolat chaud, soit le citron meringué. Les deux sont très catastrophiques. Et donc, c'est une fois de temps en temps, de tout, où on essaie de le faire à la sauce vivre mieux. Par exemple, je vais consommer moins de lait avec le chocolat chaud, utiliser des laits végétaux, faire du lait d'Indir, par exemple, des trucs comme ça. Tout dépend de ce qu'on fait avec, mais oui, oui, moi c'est manger, quoi. Je suis fal, n'écoutez pas les diens. C'est tout. Et c'est pas pour rien que je travaille dans le manger. Il faut équilibrer. Tu manges professionnellement. C'est dans le cadre professionnel. Non, c'est parce qu'il y a un besoin que je suis partie dans ça. C'est tout, sinon ce serait catastrophique. Donc voilà. Tu as des ressources que tu aimerais bien nous partager, soit des films, soit des livres que tu as aimés? Alors, des films sur Netflix, il y a par exemple What to Eat, le genre de truc qui te dégoûte de mal manger déjà. Ces documentaires sont très très bien et ils conscientisent aussi pas mal les populations. Alors, des livres, moi je lis que des trucs dans le médical, je suis très... Donc, peut-être ça vous intéressera pas, mais moi c'est tout ce qui est pieds de diabétique, des trucs très dégueux là. Ça, je peux les lire tout le temps. Mais non, je dirais pas. Great. Sinon, si on doit avoir un lifestyle, c'est Atomic Habits. Wow. Ça aide vraiment. Voilà, ça aide vraiment à se pour moi, c'est le top livre en matière d'habitude, quoi. Voilà. Pour moi, c'est le top livre. Et dans le lifestyle, c'est primordial en fait. C'est la manière dont tu te fixes tes objectifs qui vont dérouler. Et c'est petit à petit. 1% every day. Voilà. Donc, voilà, pas besoin dans un premier temps, comme les gens le font, d'avoir de gros objectifs, de grands objectifs. Il faut qu'on fasse ça. Tu connais le 75 Hard? Non, je ne connais pas. Alors, c'est un challenge où pendant 75 jours, les gens font 2 fois du sport, doivent lire 10 pages par jour, doivent faire 2 fois. Attends, quand tu dis 2 fois par semaine? Par jour. Ok. Tu fais genre, le matin, tu dois faire une activité indoor et tu dois te forcer à avoir 3 km ou je ne sais pas combien. Tu dois boire 2 litres d'eau, 10 pages par jour. C'est un challenge très strict que si tu sautes un jour, tu reviens à 0. Le hard, c'est que tu dois avoir 75 jours d'affilée. Ok, 75 jours, c'est 2 mois, 15 jours. C'est beaucoup. Et dans les 75 jours, c'est quoi? C'est deux séances de sport par jour? 2 séances. Une séance indoor et une séance outdoor, chaque jour? Chaque jour, 10 pages à lire tous les jours, 2 litres d'eau. Il y a des jours où on n'a pas envie. Ça, je pourrais le faire facilement. Tu peux faire ça. Wow. Attends, gagnez le 75 hard, Google ça. Non, les 3, juste pour les 3 que tu viens de dire. Il y a 5 ou 6. Non, sors ça, tu vas être. Non, ça, je vais vérifier, mais pour les 3 que tu viens de juste 10 pages. Vous avez entendu. Ta page personnelle, c'est quoi, Manu Arthur? Aujourd'hui, on est le 15. Donc, Manu Arthur commence demain le 75 hard. Ok? C'est bon. Donc voilà. Non, c'est très compliqué. Alors que si tu te mets comme objectif... Non, je vais lire. Mais en tout cas, je sais 10 pages par jour, ça c'est à 5 minutes. Mais tu as envie de lire tous les jours, Manu. Tu as envie de lire tous les jours. Non. Oui. C'est-à-dire, moi, est-ce que c'est la première chose que je fais quand je me lève? Ah ouais. T'es pas sur ton téléphone? Non, regarde. Oui. D'ailleurs, tu réponds lentement sur WhatsApp. Tu m'avais utilisé mon téléphone depuis que je suis là? Non, pas beaucoup. Les gens, les gens, ils comprennent pas. Oui. Je suis très présent sur les jeux, mais en même temps très absent. Okay. Il faut y arriver en fait. Regarde, non, j'ai tout délégué. Ça, c'est bien. C'est-à-dire, la vidéo là, ils peuvent venir, ils montent l'équipe, ils vont faire les trucs, ils ont mes réseaux, ils postent. Moi, je vais voir et j'ai des heures pour aller regarder les messages. En tant qu'entrepreneur aussi, il faut y arriver à déléguer. Non, la délégation aussi, c'est compliqué, c'est très compliqué. Mais en général, pour moi, la partie là. Quand tu as la bonne équipe, mais aussi il y a un petit blocage mental parce que en général, qu'est-ce qui nous empêche de déléguer? Parce qu'on s'attend toujours à ce que
les gens fassent la chose exactement comme nous on le ferait. Oui. C'est pas possible parce que nous, on n'a pas pu le faire du jour au lendemain. Non, donc il faut donner autant de. Moi, en général, avant j'étais très perfectionniste quand même le travail, etc. Oui. Actuellement, on me connaît, c'est-à-dire c'est moi le moins perfectionniste quoi. Quand ils sont sur les détails, je vais dérouler. Vous avez 95-75%, c'est bon, on déroule. Après demain, on va essayer petit à petit de truquer. Mais c'est ça, moi sur les réseaux sociaux, les gens ils me voient, mais sachez que je suis pas sur les réseaux. C'est ça. Je peux. Mais c'est bien parce qu'en fait les gens ne se rendent pas compte. Avec les téléphones et tout. Avant quand j'apprenais, on apprend l'entretien motivationnel. On devait voir à quel point les gens sont addicts à quelque chose. Moi j'ai fait des entretiens motivationnels à des patients autour de la cigarette, autour du sucre et tout ça. Et le premier point c'était combien de minutes ou combien d'heures il y a entre votre réveil et votre première cigarette. Maintenant, posez-vous la question. Combien de minutes il y a entre votre réveil et quand vous prenez votre téléphone? S'il n'y a pas beaucoup là, c'est que vous êtes très addict, il y a un travail à faire. Je vous dis, quand je me réveille, c'est vrai que la première chose que je touche, c'est le téléphone, mais c'est pour arrêter l'alarme. Oui, ça c'est excellent, oui, pour aller quand même. Mais il y en a qui vont être sur les réseaux directement. Non, je t'explique encore. Regarde, moi, dans ma chambre, c'est aménagé pour mettre une télé. Il n'y a pas de télé dans ma chambre. Parce que c'est important, ce truc psychologique-là, d'aménager un espace-là, c'est un espace pour se reposer. Donc, ce n'est pas pour regarder la télé. Si tu veux regarder, c'est le salon. Alors, Madame, excellent. Si elle veut regarder ce truc, elle va dans le salon. C'est ça. Et les gens ne le font plus. Hein. Moi, par exemple, ma mère me trouve vieillot quand dans ma chambre, il n'y a pas de salon. Il n'y a pas de télé. Non. Mais c'est primordial. Même le téléphone, je ne dors pas à côté de mon téléphone. C'est-à-dire, quand l'alarme, ça sonne, je suis obligé de marcher quelque part pour aller éteindre. Et là où j'étais, il y a juste la salle de bain à côté. Donc, je fais faute. Je me lave le visage, je suis réveillé. C'est ça. Et tout le monde n'a pas les moyens de... Enfin, tout le monde n'en est pas conscient. Comme on a dit tout à l'heure, c'est une prise de conscience. On parlait avec Mohamed il n'y a pas longtemps de la discipline. Je te dis une chose, regarde, la discipline, ce n'est pas une question de oui, j'ai un mental fort. Non, c'est la consistance. Tu as compris, c'est la consistance. Et il y a une autre chose qui est très importante, c'est il s'agit juste de mettre des barrières qui t'empêchent de faire ce que tu ne dois pas faire. Voilà, et l'objectif avec les plans, le plan qui est derrière. Non, c'est primordial ce que tu dis, c'est très important, que ce soit dans la nutrition, dans le lifestyle, c'est d'avoir un objectif, mais les barrières, ça va aider le plan à se mettre. Comme je dis à mes patients, parfois, quand tu dois être la meilleure version de toi-même, c'est pas une ligne droite. Parfois, tu peux bifurquer, partir. Mais à chaque fois, tes barrières vont te ramener sur le droit chemin. Et donc, sinon, tu es trop rigide, quoi. Quand moi, je consomme pas beaucoup de sucre, je comprends quelqu'un qui peut en consommer beaucoup, d'où le citron meringué de temps en temps. On sort, mais on rentre. Pourquoi? Parce qu'on a cet objectif, cette épée de Damoclès qui dit que je dois continuer d'être dans mon plan pour atteindre mon objectif. Et c'est ce que tu as dit. Il n'y a pas, sans la consistance, il n'y a pas de discipline, il n'y a rien. Il faut te dire que tu dois le faire parce que justement, tu vas aller plus loin et tu veux vivre sans diabète, sans toutes ces maladies qui sont là, dans toutes les maisons. Il y a des maladies non transmissibles. Tout ce qui est diabète, hypertension, tout ce qui est maladies cardiovasculaires, les cancers, c'est justement lié à ce qu'on ne se donne pas les moyens de les éviter. Et donc, contacter Vivre Mieux fait partie de se donner les moyens. Non, il faut. Non, regarde, moi, je sais que tout ce qu'on doit dire ne peut pas tenir dans ce talk-là. Non. Et là, on a passé vraiment un bon moment. C'est partagé. Je te laisse partager un moment pour la fin. Un mot? Un dernier mot? Un seul mot? Non, quand c'est deux. Non, dis ce que tu veux. Non, en fait, c'est pour remettre à ce que tu as dit tout à l'heure qui est important. On doit se donner les moyens d'avoir un mode de vie plus sain. On doit se donner les moyens d'avoir une meilleure discipline, que ce soit dans le travail, une conscience professionnelle. On doit se donner les moyens de vivre mieux chez nous, ici au Sénégal, en consommant local, en mettant les choses, en se donnant le cadre, d'avoir un cadre sain pour nous, que ce soit les femmes, que ce soit les mamans, que ce soit pour les entrepreneurs, que ce soit pour les hommes, les papas, les maris et tout ça. Il faut qu'on se conscientise qu'on doit y arriver. Et donc, tout peut être fait ici.
tout peut être fait ici, mais encore faudrait-il qu'on se donne des moyens, qu'on intègre cette discipline, mais surtout qu'on se dise qu'on doit le faire tout le temps. Donc, voilà. Vraiment, merci beaucoup pour ton temps, pour cette générosité-là, pour cette joie de vivre, pour ce vivre mieux-là. Donc voilà. C'est ça, Impact Talk. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, de partager la vidéo. De toute façon, il y aura tous les links qui vous permettront de la contacter en description. Et oui, il faut vous abonner. Et en attendant, on se dit à la prochaine. Au revoir. Merci. Bye.